première variable, je pense, qui va être sur le nombre. Est-ce que, et c'est un peu le sens des citations que tu partageais juste à l'instant. C'est est-ce qu'on va être dans un monde où il y aura des Fab Labs vraiment partout? C'est un peu une des visions qui est partagée, où on va avoir des Fab Labs à chaque coin de porte, à chaque coin de rue, enfin que ce soit facile en fait de pousser la porte d'un Fab Lab sans devoir faire de trajet, aller dans la ville d'à côté, enfin il y en a partout. Ou est-ce qu'au contraire, il y en aura plus du tout? En 2050, c'est quand même dans pas mal d'années. On peut aussi imaginer que c'est un format qui a complètement disparu, qui était un peu un blip dans une bulle dans l'histoire et que finalement, il n'y a plus aucun Fab Lab qui existe. Si on prend les deux extrêmes, ça pourrait être ça. Deuxième, oui, alors c'est Sears qui dit un Fab Lab dans toutes les maisons. Alors, bah, c'est un des deuxièmes variables que je proposais. Et donc, l'autre variable, c'est la localisation. Est-ce qu'on va avoir un Fab Lab? Les Fab Labs, pour l'instant, bah, sont soit dans des lieux, des lieux associatifs, dépendent de collectivités territoriales, dans la ville, sont parfois des lieux privés, sont des lieux qui sont loués. Ça peut être aussi si on est plus dans la version hackerspace, ça peut être des squats qui sont utilisés de façon temporaire. On a des Fab Labs aujourd'hui qui sont dans les entreprises, des Fab Labs qui sont dans les écoles. En fait, la localisation de ces Fab Labs, est-ce que ce seront des structures indépendantes ou est-ce qu'ils seront disséminés dans différentes structures existantes dans la société? Et donc, pourquoi pas aussi chez l'habitant? Est-ce que ça peut être un format qui devient un genre de micro-format ultra local, géré par les habitants en eux-mêmes, en dehors des cadres sociaux? Donc ça fait partie aussi des variables d'ajustement qu'on va travailler sur les 4 thématiques. Autre variable, c'est la question du format et des utilisateurs, je dirais. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Guillaume, tu nous parlais des machines qu'on trouve dans les Fab Labs. Aujourd'hui, il y a une espèce de liste un peu, je trouve, qu'on a un peu prise comme argent comptant. Enfin voilà, c'est un Fab Lab, donc il y a une imprimante 3D, une découpe laser, ça fait partie de la règle un peu d'un Fab Lab. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qu'on ne questionne pas assez. Enfin, ça fait partie des discussions que j'espère qu'on pourra avoir dans les ateliers. C'est OK, bah, cette liste, c'est pas parce que parce qu'il y a eu cette espèce d'accord qui s'est fait il y a une dizaine d'années que c'était une bonne idée, que ça va l'être toujours. Et en 2050, j'imagine bien que ces machines n'auront plus aucun sens peut-être par rapport aux besoins du moment. Donc ça, c'est pareil. Quel type de machine, quel type de parc de machines et puis quels utilisateurs? Est-ce qu'on va avoir plutôt, est-ce que ça va être des lieux où les gens sont des particuliers, qui était une des visions fortes du mouvement, de dire voilà, on ouvre la porte, c'est ouvert à tous, c'est pour tout le monde. Mais dans les faits, on voit aussi, si on parle avec beaucoup de femmes managers, qu'il n'y a pas tant de particuliers que ça. C'est quand même beaucoup de gens qui soit veulent se former, soit en reconversion professionnelle, soit sont des entrepreneurs et ont vraiment un projet, on va dire, de prototypage de produits derrière. Parfois, c'est des retraités passionnés qui viennent y passer du temps, mais on n'a pas encore vu le Fab Lab où la population entière y va, comme à la place d'aller faire les courses chez Carrefour le samedi, on ne va pas au Fab Lab, quoi. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, est-ce qu'en 2050, ce sera la norme? Ça fait partie de ces variables. Et donc, ça recoupe un peu la quatrième variable qui serait pour y faire quoi? Qu'est-ce qu'on ferait dans ce Fab Lab du futur? Est-ce qu'on va prototyper, tester des produits? Est-ce qu'on va expérimenter? Ou est-ce qu'on va pouvoir produire de bout en bout un produit, par exemple, quelque chose qu'on va vraiment utiliser, qui sera fonctionnel? Est-ce qu'on va y aller simplement pour suivre des cours, se former? Est-ce qu'on va y aller pour un événement, pour rencontrer du monde? Donc ça fait partie, on va dire, c'est pour moi les 4 grandes variables qu'on va pouvoir jauger ou organiser de différentes façons selon comment on voit les choses. Je voulais vous proposer juste de partager mon écran rapidement pour vous proposer quelques chiffres pour se projeter sur la France en 2050. Donc là, c'est la partie qui fait un peu peur parce que quand même 2050, soyons clairs, on sera en plein dans des transformations en cours qui ont déjà débuté et on sera en plein dedans. Donc quelques partages, simplement un sondage que je trouvais assez intéressant qui a eu lieu en février, donc avant nos fameuses histoires de Covid. Le sondage était en différents pays qui demandait aux habitants: est-ce que vous pensez que la civilisation telle que nous la connaissons va s'effondrer dans les années à venir? Êtes-vous plutôt tout à fait d'accord ou pas d'accord? Donc c'est un sondage un peu à l'emporte-pièce, soyons clairs, mais le résultat est quand même intéressant. 71% des Italiens pensent que la civilisation va s'effondrer. Les Français, 65%, pensent que tout va s'effondrer également. Donc on est plutôt sur en tout cas déjà un état d'esprit qui a plutôt, en tout cas, peur de l'avenir ou qui pense qu'il va y avoir des transformations majeures dans les années à venir, plutôt en majorité. Est-ce que tout ça s'est fondé?
Alors, moi, je dirais clairement oui. Enfin, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est plutôt, la science. Quelques graphiques intéressants, ça, c'est l'évolution donc des fameux degrés en plus du réchauffement climatique. Est-ce qu'on est sur la courbe? Alors l'idée, c'était de rester sous la barre des 1,5. Est-ce qu'on est en train de changer la donne? Pour l'instant, là, le graphe s'arrêtait à 2017-2020. On est clairement dans la version ascendante. Donc pour l'instant, donc quand vous voyez un petit peu là 2050, hein, on est en version, si on suit la courbe, normalement, à ce stade-là, on aura dépassé les 1,5 degrés et on se dirigera joyeusement vers la suite. Et pour l'instant, les projections montrent plutôt des projections sur la fourchette la plus haute qu'on puisse imaginer. Donc, à moins d'un espèce de revirement complet de situation là dans les 10 prochaines années, pour l'instant, ce sera plutôt, il fera sûrement surtout plus chaud. L'autre graphe intéressant, c'est les projections cette fois de Météo France sur les années à venir en France. Quand vous voyez donc le troisième colonne, c'est l'année 2055. Donc là, ça recoupe notre sujet, la France en 2050. Et vous voyez donc trois scénarios. Un scénario optimiste, ça c'est celui du bas, où c'est donc l'évolution des températures en France. Donc plutôt un peu plus léger, mais restera quand même beaucoup plus chaud hein, que nos années actuelles. Et puis la version du haut, c'est la version un peu entre les deux, le scénario moyen, on va dire. Et vous voyez que la France entière est totalement dans l'extrême sécheresse. Donc ça, c'est la projection, on va dire, adoptée par les scientifiques. En 2050, eh ben, on sera en situation de sécheresse complète plusieurs mois par an. On aura des problèmes d'incendie, d'accès à l'eau. L'agriculture sera sur des territoires beaucoup plus limités. On aura du mal à faire pousser des légumes dans un certain nombre de régions et ça va être beaucoup plus tendu de façon assez forte. Donc ça, c'est juste pour replonger le contexte. C'est pas des informations très fun à partager, mais c'est des informations à digérer pour pouvoir en fait répondre au sujet de façon en essayant d'être à peu près pragmatique. Dernière courbe, et ensuite j'ai fini avec ces différentes courbes, c'est les projections, alors là, du fameux rapport de 1972, je crois le rapport Meadows, si je me souviens bien du nom, en fait, qui faisait des projections et qui, pour l'instant, on est en train de suivre exactement tout le rapport. C'est le Club de Rome, en fait, qui était les premiers scientifiques qui étudiaient les changements climatiques, qui depuis est devenu le GIEC. Enfin, tout a évolué vers de plus en plus de savoir scientifique sur ces questions-là. Et donc, les différentes projections vont aussi nous informer pour répondre à cette question du Fab Lab de demain. Parce que vous voyez, par exemple, par exemple, la première courbe là en haut, violette, c'est les ressources non renouvelables restantes. Donc, typiquement, le pétrole, par exemple, et il y en a plein d'autres, des ressources non renouvelables qu'on est en train d'utiliser à gogo. Et donc là, vous voyez la flèche noire, là, c'est 2030. Donc nous, on est un peu avant ça. 2020 et on voit 2050, que là, clairement, 2030, c'est un peu le passage où on va normalement sentir la plus grosse différence entre notre mode de vie actuel et le mode de vie d'après. Et là, on voit que les ressources non renouvelables, elles chutent, elles sont de moins en moins disponibles. Et en 2050, elles sont carrément basses. À l'inverse, donc, ça veut dire aussi que l'alimentation disponible par habitant est aussi en chute libre à partir des années 2030. Les services par habitant, là, pour l'instant, ils continuent d'augmenter, augmenter. On est en pic de ça. Et normalement, pareil, à partir de... Alors, 2030, c'est un peu l'année fatale, on dirait, mais globalement, dans ces années-là, on va sentir un changement. Et puis, globalement, la pollution aussi, vous voyez, continue d'augmenter normalement encore pendant pas mal d'années. Et ça, dans tous les cas, on est bloqué avec notre carbone dans l'atmosphère jusqu'à plusieurs générations. Donc, globalement, quand on se dit, c'est quoi le Fab Lab de demain en 2050 ? C'est un Fab Lab qui répond à des transformations écologiques, économiques, sociétales, agricoles, de transformations majeures. On n'a pas une visibilité complète, évidemment, sur comment on va se structurer, comment on va gérer tout ça en tant qu'humain, en tant que société. Mais clairement, le Fab Lab, pour moi, c'est une des briques pour répondre à ces défis. Et c'est des choses qui se préparent aujourd'hui. En fait, si on est conscient de ça, si on ne se le cache pas et on sait que ces transformations vont arriver, le Fab Lab peut se préparer. Et c'est déjà le cas sur beaucoup de lieux en fait, d'expérimentation pour être prêt, pour vraiment répondre aux besoins des populations quand le changement sera encore plus fort qu'il n'est maintenant. Et clairement, il est déjà très, très fort.
1er sujet, c'était le futur de la production. Donc, pour moi, il y a un des imaginaires possibles, qui est souvent celui que alors à discuter, hein, mais qui me semble assez fort, c'est cette idée de, l'industrie du futur, l'usine du futur et que le Fab Lab pourrait être, une espèce de clé, en fait, de micro-usines numériques qui seraient réparties sur le territoire, un maillage, en fait, de micro-centres de production où on puisse, en fait, fabriquer à la demande de façon, numérique, les objets dont on aurait besoin et donc cette vision-là, en fait, elle est plutôt technocentrique. C'est plutôt la vision, on va dire, où la technologie est vue comme quelque chose de positif qu'on a envie d'encourager. Et donc il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent, même, politiquement, hein. Enfin, il y a beaucoup d'avancées sur ça, sur cette idée d'industrie du futur. Donc, l'idée d'arrêter de produire en Chine, à l'autre bout du monde, des objets en foison, en production de masse, de les acheminer par bateau, et ensuite de faire des stocks et de les détruire parce que finalement, ils n'ont pas été achetés autant qu'on voulait. D'arrêter complètement cette façon de fonctionner et de se concentrer sur on localise la production au plus proche des habitants, des utilisateurs des différents produits, et on va, arrêter de les produire. On les produira seulement quand on en a besoin et donc là, l'intérêt des machines numériques, comme l'imprimante 3D ou d'autres machines numériques, c'est que vous pouvez avoir un catalogue d'objets, numériques qui n'existent pas physiquement, mais seulement virtuellement. Et quand un utilisateur a besoin, eh ben, imaginons qu'il va dans le Fab Lab pour produire l'objet à la demande et repart avec, quoi. Donc, ça utilise seulement les ressources qui peuvent être des ressources même locales et ça utilise des machines numériques et pour répondre à des besoins sur mesure locaux en essayant de limiter au maximum l'utilisation des ressources de transport de la logistique. Et là, dans cette vision-là, le Fab Manager devient selon moi, un genre de concepteur numérique de talent, la personne qui va pouvoir concrétiser en fait les besoins des habitants localement. Donc, par exemple, un besoin de pièces de réparation, il va être la personne qui va ou l'équipe qui va numériser les objets, qui scanner en 3D, qui va vraiment concevoir les pièces. Donc, c'est des gens, ça peut être un profil de quelqu'un d'excellent niveau technique, de très haute compétence, qui maîtrise les machines numériques et qui en fait gère une micro-usine locale. Donc ça, pour moi, ça demande aussi vraiment une montée en compétences de formation numérique sur vraiment la conception numérique, si on est dans cette vision-là. Et ça veut dire aussi que le Fab Lab est moins dans cette vision-là, hein, si on reste sur ça, elle est moins dans ces côtés échange, expérimentation un peu folle, inventeur, fou et do it yourself. On est plutôt sur le truc calé avec même un suivi qualité où on va essayer de produire des objets qui sont fonctionnels, qui sont utilisés et qui ne sont pas simplement pour la découverte ou pour le fun. Donc ça, c'est la vision, on va dire, la vision 1 que je pouvais partager. Alors, reviendrait-on au sur-mesure comme au 19e siècle versus le prêt-à-porter du 20e siècle? C'est là où je pense qu'il y a une potentielle forte nuance que peut apporter le Fab Lab par rapport au sur-mesure du 19e siècle. Parce que ce sur-mesure-là, du 19e siècle, on est plutôt sur de l'artisanat, sur de la fabrication à la demande, mais quasi manuelle ou avec des machines, on va dire, mécaniques. Dans la version Fab Lab, en tout cas actuelle, on est beaucoup sur des machines numériques. Donc, il y a cette idée quand même supplémentaire d'un ajout d'innovation, en fait. On va pouvoir vraiment concevoir des objets qui sont plus complexes peut-être que ceux qu'on aurait fait avant, dans des matériaux peut-être plus innovants. Après, la question, évidemment, c'est si on n'a plus de pétrole, ou très, très peu, et que c'est très limité ou très cher, si on n'a plus de, je sais pas, voiture, comment est-ce qu'on achemine, en fait, parce que l'air de rien, c'est pas parce qu'on est avec une machine numérique qu'on n'a pas besoin des matériaux. Les matériaux, il faut bien les produire à un moment, les extraire, les acheminer, les faire venir. Les machines, elles sont pareil, elles se fabriquent pas toutes seules, elles sont fabriquées avec un certain nombre de matériaux qui sont. Enfin, en fait, l'ensemble des choses qu'on utilise dans sa Fab Lab dépendent des énergies fossiles, ça c'est clair et net. Toutes les machines qu'on trouve dans un Fab Lab sont entièrement dépendantes. Donc, soit on prend super soin des machines et elles nous durent pendant des générations. Et en plus, c'est des machines numériques assez sensibles. Enfin, toutes les machines qui intègrent des circuits, de l'électronique, etc., ce pas des machines qui durent dans des temps très longs. Donc oui, peut-être, en fait, on reviendra au 19e siècle. Ça fait. Enfin, reviendra. En tout cas, être
dans cette notion de low-tech, quoi, mais ça fait partie des autres sujets. J'espère qu'on n'arrivera jamais à ce futur où le femme manager ne sera plus un facilitateur, mais un designer ingénieur. Bah oui, là, c'est vrai que c'est la vision très froide, où il y a plus d'échanges humains, enfin, ou plus dans une notion de service, quoi, de prestation, fabrication. Et d'ailleurs, ça recoupe un peu, si j'ai quelques minutes sur ça, le modèle économique des Fab Labs. Pour moi, ça joue aussi dans les discussions qu'on peut avoir là. C'est que pour moi, alors vous pouvez me couper, l'équipe du DU, parce que, en tout cas pour moi, il y a 4 un peu grands axes de monétisation, en fait, de façon de financer, en fait, l'existence d'un Fab Lab. Il y a la partie, formation, qui est un des axes forts. Il y a la partie prestation. Donc là, sur ce futur de la production, moi, je suis plus sur le futur de la prestation, enfin, ce genre de choses. Donc prestation, donc souvent les Fab Labs financent une partie de leur activité en faisant des projets de prototypage, en fabriquant, en concevant des pièces pour des entreprises, pour des particuliers qui les rémunèrent. Il y a la partie pour moi événementielle. Et quand on dit événementiel, pour moi, ça recoupe par exemple les entreprises qui viennent se découvrir, il y a ce côté un petit peu découverte de ce que c'est que l'univers des Fab Labs, de l'univers de la fabrication, de apprendre par le faire, mais plutôt sur le mode événementiel de l'atelier de découverte. Et puis après, il y a pour moi une quatrième axe qui est la partie, on va dire, plutôt loisir, où les gens viennent pour finance un abonnement ou viennent suivre des ateliers créatifs pour se faire plaisir, découvrir des choses, pourquoi pas se former, mais de façon très légère, sans parler vraiment de reconversion professionnelle. Prestation dans un Fab Lab, jamais. Et ben, le problème dans un Fab Lab, c'est que souvent, après 3-4 ans d'activité, on se demande quand même comment le financer. Alors, il y a les subventions publiques, oui, mais souvent, on en vient à avoir une activité à côté de prestations. Après, ça doit dépendre en fonction s'il y a plus de 300 lieux en France, donc clairement, il y en a tout le monde ne fait pas ça. Ouais, c'est cette question de relocalisation. Juste, je vais rebondir sur ça parce que la partie relocalisation, c'est vrai que c'est un peu un mot c'est pareil, c'est un petit peu le concept un peu global. On ne va pas relocaliser la production. C'est pas parce qu'on met une usine locale qu'on peut relocaliser la production. On est dépendant d'un système mondial, en fait, évidemment, de production des matériaux, et un certain nombre de pièces essentielles à la transition écologique, comme par exemple les fameuses éoliennes, les panneaux solaires, enfin toutes ces choses qui nous permettraient à terme d'être un peu moins dépendants des énergies fossiles, sont en partie fabriquées par des terres rares qui sont en grande partie disponibles principalement en Chine, par exemple. Donc il y a des choses comme ça où dans tous les cas, on est dépendant de l'accès aux matériaux, en effet, à certains endroits clés de la planète. Donc, ça pourrait être intéressant dans l'atelier de travail futur de la production de réfléchir aussi à cette partie réseau, en fait, de lieux et acheminement de matières. Et on l'a vu pendant le fameux histoire de visières et de Covid, c'est qu'à un moment, il faut s'équiper enfin, même pour faire les visières, il fallait des feuilles de polypropylène, bah, on les trouve où? Bah, souvent, ça revenait en fait à utiliser les filières existantes industrielles. OK, donc le deuxième thème, c'était le travail. Le futur du travail, aussi vaste thème. Alors, pour introduire ce thème, je voulais vous partager une petite citation. Hop, il y a une étude d'un consultant, enfin d'une une entreprise spécialisée dans la transition écologique qui en fait a fait une grande étude sur le Grand Paris, et plutôt le futur du Grand Paris. Donc je ne sais pas si pour ceux qui ne sont pas spécialement liés à l'Île-de-France, Grand Paris, donc l'idée d'avoir une version mégalopole de Paris. Donc il y a plein de travaux en ce moment d'urbanisme pour agrandir les frontières de Paris, pour en faire une immense métropole à l'échelle vraiment mondiale. Et donc aussi de repenser, d'en faire une ville encore plus dense, encore plus urbaine, et vraiment d'étaler en fait l'Île-de-France, non plus sur ce cœur parisien qui est tout petit, mais vraiment de l'agrandir. Et donc l'étude en fait parlait du futur, à quoi s'attendre justement dans les 30, 50 prochaines années, et est-ce que le Grand Paris a du sens dans ce contexte-là. Donc je vais vous lire juste une mini citation.
qui vient cette étude. Donc, ils nous disent: «Nous sommes en 2050. L'effondrement a entraîné une réorganisation de l'Île-de-France. Les flux de la mondialisation se sont considérablement réduits, les hypermarchés ont disparu, les voitures aussi. C'est tout le système économique et politique qui a été repensé autour de la sobriété énergétique et des autonomies alimentaires.» Globalement, cette étude, en fait, et ce qu'il nous dit, en fait, dans cette étude, c'est que grand Paris, gros bordel. Exactement, c'est ça la conclusion de l'étude. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est que globalement, cette projection-là, les hypermarchés ont disparu, les voitures aussi, ils nous disent c'est la version moyenne normale, en fait, des projections. On n'est pas dans l'extrême, quoi. C'est la version logique. C'est quand on étudie la situation, c'est ce qui semble le plus probable. Donc, il n'est pas dans un espèce de futur complètement fictionnel. C'est en tout cas ce que nous dit cette étude. Et donc, dans leur vision, donc, ils tracent en fait un portrait un petit peu du futur de la ville. Et donc, ce qu'ils nous disent, c'est que par exemple, donc, eux, ils voient vraiment fortement l'arrivée d'une exode urbaine, donc le fait que les gens partent en fait de la ville. On a plutôt eu tendance ces dernières années, évidemment, à aller en ville pour trouver du travail. Et en fait, avec la fin des énergies fossiles, l'idée, c'est que l'ensemble de notre système économique est complètement pieds et mains liés aux énergies fossiles. En fait, tous nos métiers, qu'on le veuille ou non, alors il y a des exceptions, mais la majorité des gens, de nous tous, en fait, on travaille pour alimenter ce système porté par le pétrole. Ça, c'est ce que dit Jean-Marc Jancovici, c'est super intéressant. Si jamais vous n'avez pas encore l'occasion de suivre des conférences, foncez. Et donc, l'idée, en fait, c'est que les usines produisent des objets, d'accord, mais en fait, nous, dans les villes, notre métier, c'est les services. Et en fait, on est tous en train d'essayer de les vendre. C'est vraiment la plupart des gens dans les villes, en fait, sont à différents niveaux dans l'entreprise, sont tous en fait, on est tous occupés à essayer de vendre des objets, de les utiliser, d'accompagner sur l'utilisation des objets, etc., qui sont tous des objets produits avec de l'énergie fossile. Donc, intéressant, même si on se pose la question dans un Fab Lab, hein, une grosse activité, on parlait de les formations, à quel point c'est important dans un Fab Lab. Ben, en fait, ça fait partie de ce monde des services qui accompagne les utilisateurs de produits avec des énergies fossiles, dans un sens. Donc, et pour produire en plus des choses, des prototypes, des objets. Enfin, donc, on est en fait, même si on essaye de lutter contre ça ou de s'en détacher, on est dedans, quoi, complètement. On est dans un système lié au pétrole. Et donc, le futur du travail, c'est quoi? C'est un monde où le futur du travail, c'est quoi? C'est un monde où il n'y a plus ce système lié aux énergies fossiles, parce que les énergies fossiles ont peu à peu disparu. Et donc, on est dans un monde où, en fait, on revient un peu aux besoins essentiels. Donc, premier besoin, c'est celui de manger, d'avoir accès à l'eau, à la nourriture et d'avoir un toit. Et donc, c'est un petit peu la vision de cette étude sur le Grand Paris et plus globalement l'idée de beaucoup qui sont, par exemple, se lancent dans la permaculture. C'est cette idée qu'on va avoir un énorme retour en fait dans les campagnes où les urbains en fait vont réapprendre les gestes un peu essentiels de comment on fait pousser des légumes, comment on les conserve, comment on les cuisine de façon simple. Et donc, il y a cette idée que le travail de demain, en grande partie, en fait, les métiers agraires, quoi, agricoles, vont reprendre une force folle, vont un pourcentage énorme en fait du nombre de gens qui travaillent. Donc ça, c'est un des premiers points sur le côté futur du travail. Et donc, dans ce cadre-là, pour moi, le Fab Lab de demain, en 2050, si vraiment on est pour beaucoup parti des villes pour aller en campagne et faire son terrain en permaculture, le Fab Lab de demain, c'est pour moi, ça peut être un lieu qui va être complètement en soutien de ces besoins-là. Donc, ça peut être un lieu où on va, par exemple, partager les outils agricoles, un peu comme ce que fait l'atelier paysan, si vous connaissez, où on va fabriquer des machines agricoles, les partager, les améliorer, peut-être les mettre en commun parce que c'est des machines qui sont souvent grosses, dont on n'a pas besoin tout le temps, donc plutôt ponctuelles. Donc, on va, pourquoi pas, aller dans le Fab Lab pour avoir un intermédiaire, un lieu où on va pouvoir mettre en commun un certain nombre d'équipements de ruralité essentiels qui fera que ça nous permettra de vivre ensemble.
Donc ça, c'est une piste qui est assez, je trouve, assez riche en termes de possibilités. Et quand on regarde un petit peu la vie des anciens villages, on parlait du 19e siècle, mais quand on s'intéresse à cette époque-là, il y a des villages encore reconstitués en France, enfin, qui ont été un peu gardés comme village musée, où on peut voir un peu ça, c'est super intéressant. On voit qu'à l'époque, les gens partageaient, les habitants partageaient un certain nombre de fonctions essentielles, comme par exemple le four à pain, bah, ce n'était pas quelque chose d'individuel, c'était une petite maison partagée entre les habitants. Donc le Fab Lab, pour moi, pourrait être une espèce de structure comme ça, villageoise, qui est en commun entre les habitants, et c'est l'endroit où on va partager les outils essentiels pour ce nouveau mode de vie. Donc, je pense pas qu'on va revenir. Enfin, après, mon opinion n'a pas vraiment d'importance, mais par rapport aux études qui existent, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment dans cette idée qu'on va revenir à la forge, à l'ancienne, par exemple, mais plutôt qu'on va y ajouter, comme on parlait un petit peu avant, mais du côté numérique. Enfin, il y a des innovations qui ont eu lieu pendant ce siècle. On a appris plein de choses sur les matériaux, le fonctionnement, les climats. Enfin, il y a un certain nombre de données, de connaissances scientifiques qu'on a obtenues, même d'expérimentation, de savoir-faire métier. Donc, tout ça, c'est pas quelque chose qui va s'oublier tout de suite. Donc, je pense que ça va être voilà, des lieux de village, de partage de matières, d'équipements, notamment agricoles. La version moins hardcore, ce serait de dire, voilà, le Fab Lab de demain par rapport au travail de demain. Comme on sera soi-disant tous en télétravail, à travailler sur Internet de partout, puisqu'on aura la 5G, bien sûr, ça c'est l'autre option. Et ben ce Fab Lab de demain, ce sera peut-être un des seuls endroits où on pourra se rencontrer facilement pour pas devenir fou parce qu'on est tout le temps tout seul chez nous devant notre ordinateur. Ça peut être aussi la version, on va dire, plus le Fab Lab, c'est comme un four à pain, exactement. Et donc, ça peut être aussi cette version-là, la version, on va dire, de sociabilité, de tiers-lieux, de rencontres pour des communautés qui sont portées par des valeurs un petit peu communes autour du partage, de l'entraide, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt la vision qu'on a actuelle, je dirais. Et quand on voit l'émergence des tiers-lieux et leur ouverture un peu partout, on est plutôt sur ce type d'approche. Et donc voilà, en fait, pour le parti. Donc, je dirais qu'il y a un axe, on va dire, vraiment travail de demain, où c'est une partie, je pense, un sujet autour du retour à la Terre. Après, on ne va pas tous retourner à la Terre. Enfin, okay. Donc ça, c'est un des axes, je trouve, qui est assez intéressant à explorer, ce côté permaculture et Fab Lab. Je trouve qu'il pourrait être beaucoup plus porté d'ailleurs par les Fab Labs. C'est souvent quelques lieux vraiment particuliers qui s'intéressent à ces sujets, mais je trouve que ce n'est pas encore un sujet entièrement adopté. Et ça m'étonne, honnêtement. Et puis l'autre sujet, c'est la partie de télétravail, travail à distance et donc lieu de rencontre, lieu d'échange. Mais je pense qu'en 2050, on aura déjà bien passé ce stade-là, quoi. Ça, c'est pour là, maintenant, dans les 5 prochaines années, quoi. Je pense qu'en 2050, on sera sur d'autres problématiques. Sur ce côté mélange entre vie privée, vie professionnelle, je pense que tu as un point intéressant à soulever, hein, c'est que je pense qu'il y a des choses qu'on voit déjà dans les Fab Labs aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens qui fréquentent ces lieux sont à moitié, en fait, beaucoup ils sont là pour. Au début, alors il y a plein de parcours de vie, mais on peut être là pour la passion personnelle, se dire tiens, je vais apprendre des choses, c'est pour le plaisir ou c'est même parfois pour faire un cadeau pour quelqu'un, ou enfin ce côté un petit peu, je pousse la porte pour me faire plaisir. Et en général, ça donne des idées. On a envie, on commence à peut-être prototyper quelque chose, le retour des gens peut être positif, on se dit tiens, bah, je peux aller plus loin, me former davantage. Et on voit des gens qui peu à peu, au fur et à mesure des mois ou des années, vont changer de vie, se former à des nouveaux outils et pourquoi pas en faire leur métier, en fait, devenir maker, fabricant, créateur, devenir vraiment ou artisan. Donc ça, c'est là où la frontière, ça devient un peu un métier passion. Donc ça, c'est un type de profil qu'on a beaucoup vu à TechShop, de gens qui vraiment, en fait, n'en pouvaient plus quoi, d'être derrière leur écran, ou de travailler dans des entreprises, ils s'y reconnaissaient plus du tout, et d'être les mains dans la matière, de faire des choses, bah, c'était la bol d'air, la révélation, et se dire, bah, en fait, je vais en faire vraiment mon activité. Et beaucoup aussi viennent et vont passer du temps, à l'inverse, dans les Fab Labs parce qu'ils ont envie, en fait, d'apprendre parce qu'ils ont un projet derrière, souvent d'entrepreneuriat.
Alors moi, j'ai peut-être un biais qui est celui du tech shop où c'est vrai qu'il y avait plutôt des gens qui étaient, entrepreneurs, qui étaient là pour prototyper, pour fabriquer un objet, pour potentiellement le vendre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de Fab Labs où c'est pas forcément, autant le cas parmi les utilisateurs. Je pense que c'était un peu heu, un type de lieu qui attire plus, des profils, entrepreneuriaux. Heu, mais c'est vrai que la frontière est souvent mince entre les 2 mondes. Après, moi, sur le parti travail de demain, je pense aussi c'est un point que j'ai pas soulevé, mais qu'on pourra soulever aussi en atelier, c'est sur les horaires de travail, en fait. Parce que même là, on le voit, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de métiers, même en 2050, qui n'auront plus de sens. Enfin, il y a la fameuse étude des bullshit jobs que vous avez sans doute vu passer, qui disait qu'en fait, alors je ne sais plus les chiffres exacts, mais qui disait qu'en fait, il y a un pourcentage mais énorme de la population qui a un travail qui ne sert à rien globalement, enfin, qui est inutile, enfin qui est là parce qu'il est là quoi et qu'on fait ce job-là parce que voilà, ça rapporte de l'argent, ça permet d'en vivre, mais qu'en fait, ça n'a aucun sens, ça n'apporte rien de concret, ça n'apporte pas c'est un peu du vent, quoi. Donc, alors je dis ça de façon très pataude, hein, je pense que c'est beaucoup plus finement par l'auteur. Mais globalement, ça peut être aussi ça, une des réflexions sur le travail de demain, c'est que bon, une grande partie des tâches qu'on peut faire encore aujourd'hui seront automatisées. Euh, les robots auront pris un certain nombre d'activités qu'on n'a plus besoin de faire en fait. Et donc, c'est aussi beaucoup de temps libre. Et ça, c'est plutôt positif pour le mouvement des Fab Labs parce que souvent, c'est une des raisons, quand on regarde un petit peu les raisons pour lesquelles les gens ne fréquentent pas un Fab Lab, il y avait eu des études intéressantes qui étaient sorties sur ça. Leur raison numéro un, c'était le manque de temps. Et leur raison numéro deux, en général, c'était le manque de ressources. Donc, ressources, je pense que c'est un faux problème parce qu'il y a beaucoup de Fab Labs où en fait, c'est très, très accessible. Par contre, le manque de temps, ça, je pense que c'est un vrai sujet. Parce que c'est vrai que souvent, quand on a un travail, une famille, le week-end, on doit gérer un peu faire les courses administratives, enfin le quotidien quoi, de la vie en société. Le temps qui reste pour aller au Fab Lab, il n'est pas énorme. Et donc, c'est pour ça qu'on a souvent dans les Fab Labs des gens qui sont plutôt en reconversion professionnelle ou qui sont entrepreneurs, qui donc qui ont vraiment décidé de libérer du temps particulier pour se former et fréquenter le lieu, ou qui sont à la retraite, par exemple, qui ont plus de temps libre. Donc souvent, cette ressource temps, elle est très, très limitée. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Fab Labs ont du mal, je pense, encore à toucher le grand public, des gens qui viendraient avec plaisir, mais qui en fait ne peuvent pas physiquement, ils n'ont pas le temps. Quoi. Donc je pense qu'en 2050, avec le temps libéré, peut-être qu'on aura le revenu universel ou je ne sais pas, quelque chose qui fait qu'on a un genre des besoins primaires qui sont sécurisés ou un genre de revenu de base qui permet de se libérer du fait de devoir aller travailler juste pour devoir aller travailler. Bah, avec ce temps libre passé, on peut imaginer que les Fab Labs, en fait, ce soit un peu comme une renaissance pour ce mouvement, euh, avec des gens qui auraient du temps pour y consacrer des vrais temps d'expérimentation, de travail ensemble, de collaboration. Même on parlait du problème de documentation, c'est clairement un sujet. Ça prend du temps, quoi. Donc c'est le truc en plus à faire. C'est toujours un peu la question. Quoi. Je vais juste répondre en une seconde à la question de Claude qui demande est-ce que ça intéresserait les entrepreneurs qui voudraient aller dans les Fab Labs de venir de 23h à 7h du matin. Eh ben, figurez-vous que TechShop aux États-Unis a tenté l'expérience. Le lieu, enfin donc c'était un réseau de lieux aux États-Unis qui était ouvert 24 heures sur 24. Et ben, à 3 heures du matin, d'être dans l'atelier bois à fabriquer des choses, c'est pas la meilleure idée. En général, il y avait déjà un peu d'utilisateurs qui restaient toutes les nuits, etc. Ça demande à l'équipe, c'est lourd quoi, de porter un lieu ouvert 24 heures sur 24. Et puis deuxièmement, en termes de sécurité, justement d'expérience utilisateur, que les gens puissent vraiment créer dans des bonnes conditions, c'était assez inadapté. Donc peut-être c'est valable pour un espace de coworking, je ne sais pas, mais pour un atelier de fabrication, c'est pas un modèle très viable, on va dire. Ok, Donc l'autre sujet, c'était sur la collaboration. Alors je pense que ce sera plus rapide sur ce point-là, même si, il y a plein de choses à dire.
Hem, sur la En fait, les Fab Labs, bah, comme tu présentais, Guillaume, au début sur la charte, ça fait partie vraiment de l'essence même, au cœur des Fab Labs, cette idée de collaboration, d'open source, de documenter les projets, de les rendre disponibles pour les autres et de ne pas les rendre propriétaires, en fait. Donc, c'est vraiment cette idée d'open source hardware qui est un peu au cœur du mouvement Fab Lab depuis l'origine. Et pour explorer ce sujet, alors c'est un sujet, ça m'intéresserait aussi d'en discuter avec vous, avec vos questions, parce que pour avoir beaucoup exploré le sujet, donc quand j'étais aux États-Unis, il y avait toute cette montée autour de l'open source hardware. On voyait l'arrivée de la naissance d'entreprises qui étaient dans cette démarche-là d'open source hardware et donc par exemple Adafruit, SparkFun. Il y avait un certain nombre d'entreprises qui développaient de l'électronique open source, Arduino également, et puis évidemment tout un tas d'imprimantes 3D. En fait, la démocratisation de l'impression 3D, l'arrivée des imprimantes 3D de bureau, pas cher, petit format, qu'on peut utiliser un petit peu quand on est dans un Fab Lab, quand on est indépendant, maker. Bah, tout ça, c'est né de cette idée d'open source et de justement le fait que les makers les utilisateurs des Fab Labs, en fait, se sont emparés des plans, ont fabriqué les imprimantes 3D avec les moyens du bord directement dans les différents Fab Labs et ont partagé tout ça sur Internet avec le choix de mettre toute l'information, tous les tutoriels, la documentation et les plans même des parties électroniques, enfin vraiment l'ensemble de ce qui compose, là par exemple une imprimante 3D, de mettre ça sur Internet, d'encourager le partage et de dire voilà, c'est open source, c'est un bien commun. Tout le monde peut choisir télécharger tout ça et fabriquer sa propre imprimante 3D. Et donc, il y avait cette idée que ça allait être une démocratisation des moyens de production où chacun à travers le monde pouvait en fait fabriquer lui-même ses moyens de production pour fabriquer les objets qui nous entourent et éviter de passer par un système, on va dire, commercial classique. Donc ça, c'était un peu la vision portée par tous les acteurs. Et dans les faits, ce qui s'est passé, c'est comme beaucoup de choses, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, de fil en aiguille, les imprimantes 3D, des petites équipes qui, donc commençaient à développer leurs premières imprimantes 3D, de bureau, se sont dit: «Bah, alors on va les commercialiser pour, que ça se diffuse, pour en vivre et puis on partagera quand même les plans, ce sera open source, on va les faire avec la communauté, on les vendra pas cher et cetera». Donc ils ont commencé à faire ça. Et puis finalement, bon, la communauté, par exemple MakerBot a démarré comme ça. À côté, ils ont créé un site qui s'appelle Thingiverse. On dit, on va tous les makers pourront partager librement des objets. On va créer un super catalogue virtuel d'objets, comme ça tout le monde pourra imprimer en 3D facilement. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et puis peu à peu, en fait, ils se sont dit ah oui, alors en fait, il y a quand même des concurrents. La Chine arrive, il y a d'autres grands acteurs un peu historiques industriels qui s'intéressent aussi au sujet. En fait, on va peut-être moins mettre à disposition nos plans. Donc, on va dire beaucoup d'entreprises qui au départ étaient très open source, finalement, ont décidé de les rendre moins open source. Et par ça, je veux dire les fichiers étaient quand même disponibles, mais il fallait les chercher, il fallait les trouver. Et puis, il manquait peut-être un certain nombre de plans. Ou alors, souvent, dans ces différentes entreprises, on disait ça va arriver, on est en train de faire la documentation, on n'a pas eu le temps, ça va arriver. Donc, peu à peu, tout ça s'est un petit peu refermé et aussi par la contrainte financière. Ça, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. C'est que quand on lance une boîte, il y a un moment et ils essaient de distribuer ces imprimantes. Il faut les produire, il faut acheter la matière, il y a du capital. Il commence à y avoir une pression financière, une équipe qui a des salaires qu'on va rémunérer. Tout ça s'additionne et en fait, ça fait que la vision ouverte open source, peu à peu se rétracte jusqu'à devenir inexistante. Donc MakerBot c'est devenu propriétaire et a été racheté par Stratasys, un des grands géants de l'impression 3D. Et depuis, MakerBot, c'est une entreprise qui existe toujours, mais qui a vraiment c'est bien réduite, qui a été complètement absorbée par un grand géant de l'impression 3D. D'autres ont fait le choix de rester en open source et de vraiment
utiliser la communauté, enfin, pour travailler en main dans la main avec la communauté, et ça reste des succès, mais c'est très rare. Vous avez une entreprise comme Prusa, donc imprimante 3D pour le coup open source, qui fonctionne bien. Vous avez pour l'électronique Adafruit, qui est un des grands succès de l'électronique open source, donc qui fonctionne bien. Mais ils en ont fait vraiment leur identité au cœur de leur projet d'entreprise. Et donc, c'est vraiment le cœur le nerf de la guerre, quoi. C'est ce qui fait leur valeur ajoutée. Et donc, quand on est une entreprise comme Adafruit, j'imagine que vous connaissez, hein, qui fait plein de petits kits, produits électroniques éducatifs. En fait, l'idée d'Adafruit, de l'open source hardware, c'est de sortir des nouveaux modèles tout le temps, en fait, d'être super réactif. Parce que tout le monde peut vous copier. Et donc, votre valeur ajoutée n'est pas dans la protection de votre produit, mais plutôt dans le fait que vous êtes en discussion constante avec votre communauté, et donc vous êtes tout le temps dans l'amélioration de votre produit. Donc, il faut quand même avoir les reins solides pour être capable de continuer à produire en permanence, parce que ça demande beaucoup d'énergie, hein, de sortir un produit. Enfin, si certains de vous ont fait ça, c'est un boulot énorme. Ça peut prendre des mois, des années, de vraiment, on sort le produit enfin. Et s'il est en open source, hop, dans la semaine, il est copié, reproduit, revendu, c'est parti, quoi. Et donc là, l'idée d'Adafruit, ça a été, et qui est basée à New York, ça a été de créer une usine à New York, une usine d'électronique, de PCB et autres. Tout est fait localement par l'équipe d'Adafruit. Et donc, ils fabriquent au fur et à mesure des semaines leurs produits. Ils les prototypent, ils les testent et ils les fabriquent entièrement. Donc, j'aurais envie, c'est pas un Fab Lab, mais on pourrait presque y penser. C'est vraiment une usine urbaine, en ville, locale, gérée par l'équipe est super diverse, composée de femmes, d'hommes, de gens avec des parcours extrêmement variés. En fait, on a l'impression d'être dans un Fab Lab, quoi, avec vraiment cette ouverture, le fait que ce soit pas monogenré ou avec un type de profil très diplômé, par exemple. Vous avez vraiment des profils très différents qui sont formés dans le cadre de l'entreprise et qui vont créer les objets au fur et à mesure. Donc ça, c'est un des axes, on va dire, très forts, et donc qui reste le cas pour les Fab Labs. Moi, un point qui me pose question, mais à discuter ensemble, c'est qu'il y a cette belle vision portée par le MIT, des Fab Labs ouverts où on va mettre tout en open source, etc. Sur le modèle inverse, vous avez TechShop qui, par exemple, lui, était plutôt dans cette idée de si vous avez envie de partager, vous pouvez, mais ça ne fait pas partie des règles essentielles quand vous rejoignez le lieu. Vous avez le droit de rester propriétaire de votre produit. Il n'y a aucune obligation de documenter, d'alimenter un wiki. Donc, chacun est libre de gérer son projet comme il le souhaite. Et en fait, d'un côté, vous avez donc TechShop qui est plutôt sur cette idée d'entrepreneuriat. Vous avez des gens qui vont être capables de développer un produit qui va être commercialisé, où ils ont moins cette crainte de devoir le partager, donc ils peuvent construire en fait un modèle où ils vont pouvoir se défendre par rapport à d'autres acteurs du marché et pourquoi pas lancer leurs produits ensuite. Dans les Fab Labs, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui ne sont pas forcément des projets à velléité commerciale. Et d'ailleurs, ce n'est pas tellement le but des Fab Labs en général, ce n'est pas de donner naissance à des nouveaux produits, c'est plutôt d'expérimenter, de se former, de s'entraider. Et donc, je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles l'open source, c'est difficile. Parce que quelle est la motivation de documenter un projet s'il n'y a pas de motivation personnelle derrière, en fait? Quel est l'intérêt? Enfin, oui, parce qu'on a été aidé, on a envie d'aider en retour, comme sur Wikipédia, où les gens vont être contributeurs parce que c'est un plaisir d'ajouter à cette encyclopédie géante humaniste. Il manque un peu le Wikipédia global, quoi, des Fab Labs. C'est que chacun a son wiki un petit peu, c'est vraiment très siloté. Alors après, il y a sûrement des projets de mise en commun, etc., que je ne maîtrise pas, hein. Peut-être Wevolver ou ce genre de projet de plateforme d'open source ouverte. En tout cas, par rapport à la question du Fab Lab de demain, je pense que c'est une question qui va avoir du sens, cette question de l'open source. Est-ce que le Fab Lab restera open source? Je pense que oui, dans le cadre où il y aura des besoins essentiels qui vont apparaître. Donc, par exemple, on parlait de cette problématique
agricole, l'atelier paysan, qui disait voilà, il faut que les machines restent open source parce qu'en fait, ça va devenir un bien commun où tous les habitants ont besoin de ces connaissances, de cet accès aux machines et ça appartient à personne, un peu comme le vélo. Il y a un certain nombre d'équipements essentiels pour la vie du futur qui, dont les plans, les tutoriaux, etc., seront partagés. Donc pour moi, le sens de l'open source dans les Fab Labs de demain, c'est le fait d'être fonctionnel, d'être utile. Pour moi, les communs, je trouve qu'aujourd'hui, dans les Fab Labs actuels, c'est une grosse généralité, hein, ne me tuez pas, mais globalement, je pense qu'il y a un manque de motivation à documenter parce que les projets sont pédagogiques, sont là pour apprendre. Faire une boîte en découpe laser, bon, j'ai gravé quelque chose, c'était intéressant, mais c'était intéressant pour moi, j'ai appris, ou pour les autres, pour les quelques personnes autour de moi qui aussi apprennent à documenter. Mais en soi, ça n'a pas, ce n'est pas vraiment utile à l'humanité d'avoir une autre boîte en découpe laser mise sur Internet et documentée. Alors que si vous allez partager les plans d'une machine agricole qui va vraiment, et aujourd'hui, on n'a pas encore besoin des machines agricoles, mais en 2050, quand on a vraiment besoin d'avoir accès à un outil de récolte ou une alternative à la voiture, bah, tout d'un coup, ces plans-là, ils deviennent ultra intéressants et ultra essentiels. Et les gens qui documentent, bah, ils sont vraiment utiles, ils vont sauver des vies. Donc, je pense que c'est sur cette question un peu de documenter quoi, en fait. Le cœur du sujet, c'est, je pense, le contenu de la documentation. C'est pas tellement l'acte de documenter, mais c'est plus ces fameux communs. On l'a vu sur les visières, dès qu'il y a eu, on s'est senti utile, on sait que ça peut vraiment sauver des vies. Il y a tout d'un coup, des milliers et des milliers de makers se sont mis à documenter, à partager les plans, à les échanger. Enfin, tout d'un coup, ça marche très bien, ce système de l'open source, de la documentation, du faire ensemble. Mais quand il y a un besoin, quand on est tout d'un coup dans il y a vraiment un appel à l'aide. Donc, je pense, et donc, dans un sens, en 2050, je pense qu'on sera beaucoup dans des situations comme ça, même avant ça, hein, au fur et à mesure des années, comme cette année. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers des moments où on va avoir des besoins précis, avec des vraies problématiques à résoudre. Où là, les Fab Labs vont avoir, et ce côté documentation open source wiki va tout d'un coup prendre son sens. Donc, je pense que toute cette infrastructure qui est montée depuis une dizaine d'années pour que ça prenne vie, ça va prendre encore plus de force quand ce sera vraiment nécessaire de les avoir. Voilà mon approche sur cette partie-là, du faire ensemble. Alors, il y a différents points qui sont soulevés. Il y a Hyacinthe qui dit, alors le sujet, c'était pas seulement l'open source, mais aussi la collaboration. Et Anthony nous dit, est-ce que le Fab Lab de demain, c'est pas une école en elle-même? Donc oui, en effet, alors pour moi, open source est tellement lié au monde de la collaboration. C'est vrai que j'ai axé beaucoup sur cette partie open source. Sur cette idée du faire ensemble, clairement, les Fab Labs sont des lieux où on va être, et c'est déjà le cas, mais c'est des lieux où on vit ensemble, où on fait ensemble. Donc ça, je pense que enfin, il n'y a pas de raison que ça change particulièrement. Après, je pense qu'il y a toujours cette problématique de l'accès au Fab Lab, de la connaissance de l'existence de ces lieux et du fait de se sentir à l'aise de pousser la porte et d'y aller. Je rencontre encore tout le temps, toutes les semaines, des gens qui me disent « Ah, mais soit je ne connaissais pas, soit Ah oui, j'en ai entendu parler, mais comment ça marche, quoi, comment on y va ?» C'est très mystérieux. Donc, ça, c'est un point qui, je pense, va être… Enfin, pour moi, le côté fonctionnel, en fait, le côté utilité, moi, je pense… Enfin, je suis peut-être quelqu'un d'assez pragmatique, mais souvent, je pense que c'est ça un peu le fer de lance, c'est que, OK, les Fab Labs existent, je peux apprendre à utiliser imprimante 3D, c'est super et tout, mais pourquoi faire, quoi? Pourquoi faire? À quoi ça va me servir personnellement dans ma vie, là, aujourd'hui, pourquoi faire? Et en fait, et alors, quand on est jeune, on ne sait pas encore, on veut se former, on veut peut-être devenir ingénieur, designer, on a envie d'avoir des connaissances. On va dans un Fab Lab parce qu'on a envie d'apprendre. Ça, c'est la motivation forte.
quand on est un peu plus âgé, qu'on a envie de, ou même jeune, mais on a une idée de produit derrière la tête, on a envie de créer un prototype, de se lancer, on est un inventeur, on a envie de tester, bah là, il y a une motivation. On va dans le lieu parce qu'on a envie de créer quelque chose. Mais si c'est simplement pour le plaisir de découvrir une machine numérique pour fabriquer quelque chose qu'on a chez soi ou qu'on trouve très facilement au coin de la rue, dans un magasin pour quelques euros, et ben c'est là où il manque ce besoin un peu viscéral de pourquoi j'irai, quoi. Et même si, alors c'est plus par éthique personnelle, pour se dire je vais lutter contre le système, etc. Mais est-ce que c'est suffisant pour vraiment vraiment être dans une démocratisation? Ça va intéresser un certain nombre, une niche de personnes qui sont politiquement engagés, qui ont des convictions, qui vont vraiment voilà, y mettre du temps, de l'énergie pour passer du temps. Mais pour beaucoup, beaucoup de gens, enfin la majorité des gens, c'est pas un sujet, quoi. Donc, collaboration, oui, du moment où je pense le Fab Lab sera tout d'un coup un lieu particulièrement utile et fonctionnel par rapport aux besoins en 2050. Le fameux Yoda, et ben voilà. C'est un peu dommage que Yoda soit devenu le symbole de… Bon, de toute façon, il y a beaucoup de questions là qui tombent, donc je rappelle juste que toutes ces questions, n'hésitez pas à continuer à les poser. Nous les enregistrons et nous vous ferons un retour à ces questions dans le compte-rendu qui suivra prochainement. Voilà, on va enchaîner sur le quatrième et dernier thème, qui est la transition écologique, le low-tech, l'effondrement industriel. Voilà, je te laisse la parole, Mathilde. Ça marche. Le quatrième et dernier sujet, c'était sur ces questions de transition écologique. On en parle un petit peu depuis le début, hein, mais ça me semblait important d'ailleurs que ce soit un peu la trame complète des discussions parce qu'on ne pourra pas passer outre en 2050, clairement. Pour moi, le sujet autour de la transition écologique et le Fab Lab de demain, là, on est plutôt sur des réflexions autour de tout ce qui est low-tech. Donc, il y a un certain nombre de Fab Labs qui sont déjà en train de se positionner sur ces questions. Par exemple, en Bretagne, à Concarneau, le Low-Tech Lab, qui est un collectif d'expérimentation pour en fait développer, imaginer tout un ensemble récolter l'information sur les innovations low-tech. Donc, par exemple, comment construire un frigo sans électricité, comment faire une machine à laver à pédale, comment créer un four solaire qui utilise le soleil. Un ensemble d'innovations low-tech qui, l'idée, c'est de les répertorier. Là, pour le coup, le wiki du Low-Tech Lab est ultra riche parce qu'il y a une équipe en fait dédiée à ça, qui documente, qui filme, qui va même voyager à travers le monde pour repérer ces différentes inventions. Et donc, c'est vraiment un espèce de répertoire génial, un catalogue d'innovations low-tech. Et donc, ils ont ouvert un lieu récemment en région parisienne. Et donc, ce type de lieu, là, on est sur un type de Fab Lab qui est vraiment à thématique low-tech, où on va expérimenter sur ce type d'innovation et inviter les utilisateurs à venir par des ateliers thématiques, faire des workshops où on va vraiment apprendre à faire ensemble, tester différentes choses pour mettre au point des inventions qui soient utilisables, réplicables par tous, normalement à moindre coût et puis à moindre besoin technologique. Donc ça, c'est de la préparation justement pour le futur, pour la transition qui est déjà en cours. Donc il y a un certain nombre de lieux qui, je pense, sont déjà dans ce sujet-là. Encore une fois, moi, ça fait partie de mes sujets d'étonnement, de nombreux Fab Labs qui sont très, très orientés sur la formation au numérique, l'éducation populaire au numérique, montrer aux jeunes comment fonctionne une imprimante 3D, une découpe laser. Oui, c'est intéressant. C'est un peu des outils pédagogiques intéressants qui ouvrent sur un certain nombre de discussions sur les technologies, sur le prototypage rapide, sur passer à l'action, apprendre par le faire. Il y a plein de choses qui découlent de ça. Mais qui, je trouve, fait un peu fi en fait de ce côté low-tech. Et donc, je trouve que c'est intéressant
d'avoir une brique sur ça, en fait, de réflexion sur est-ce qu'on a vraiment besoin du numérique pour tout faire? Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives? Et mais qui fonctionnent encore. En fait, oui, c'est vrai que c'est en général plusieurs briques, en fait, c'est plus comme un réseau de lieux qui sont complémentaires et qui travaillent ensemble. Et donc ça a du sens, en fait, en général, de penser Fab Lab avec ressourcerie, par exemple. Et pourquoi pas Hyper Café, en général, qui se tient dans le Fab Lab. Donc tout ce petit monde-là, en fait, ça crée un espèce d'écosystème intelligent, une espèce de micro-communauté, en tout cas un lieu qui va permettre en fait aux habitants de passer à un nouveau monde, en fait, d'être vraiment sur une réutilisation des matériaux, de réparer les objets qui les entourent, d'apprendre à faire avec leurs mains pour éviter de devoir tout spontanément, de façon, on va dire, passive, aller en magasin, acheter un objet parce qu'on ne sait pas le faire, on a perdu ces connaissances-là, le savoir-faire a été abandonné. Donc, ce Fab Lab de demain, en mode vraiment inscrit dans la transition écologique, qui devient vraiment une des pierres angulaires de ça et un point positif, en fait, pour imaginer ce futur-là, ben, ça va être ce réseau d'acteurs. Le Fab Lab est juste une brique, ce n'est pas le lieu ultime, c'est une des briques qui fait qu'on arrive à commencer à percevoir en fait les débuts d'un nouveau système où il y a, on va dire, plus de mise en commun et puis surtout une réutilisation locale des matériaux. Par exemple, il y a plein de choses en ce moment qui se passent autour de l'innovation en éco-construction. Donc, là, il y a beaucoup de chantiers d'apprentissage autour de la construction terre-paille, par exemple. Et par exemple, pour faire de la construction en terre crue, par exemple, vous allez souvent fabriquer des briques. Bah, ça, typiquement, alors moi, c'est quelque chose, j'aime bien en parler parce que pareil, je suis étonnée que ça ne soit pas la norme. C'est que pour moi, les Fab Labs devraient être les lieux essentiels pour des éco-constructeurs, des gens qui veulent fabriquer autrement, viennent au Fab Lab et les machines, il y a des machines pour faire des briques qui sont des machines mécaniques, mais en métal, assez simples, qui sont très pratiques à avoir, à, avoir en mode partagé, où en fait le Fab Lab ça peut être une brique dans le Fab Lab de demain, d'avoir comme ça tout un savoir-faire en éco-construction. Si on reprend les besoins essentiels d'un humain sur Terre, bah donc de se nourrir, de se loger, et puis d'être dans la relation, enfin d'avoir un échange constructif, social, plein vraiment d'amour, bah, le Fab Lab pour moi répond à ces trois briques essentielles. Enfin, il y a la partie outils pour l'agroécologie, la partie construction et fabrication du monde qui nous entoure, et puis la partie relationnelle, d'entraide, de partage, qui est ce qu'on recherche tous, enfin, d'être dans cette relation de respect humble, de gentillesse, en fait, les uns envers les autres. Donc, pour moi, c'est des lieux, en fait, qui sont un petit peu comme des bulles de la société de demain, qui est un petit peu, alors peut-être idéalisée, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette espèce d'expérimentation à ciel ouvert sociétale où en fait on revient un peu à l'essentiel, de dire bah en fait mes besoins primaires on m'aide sur ça, je suis accompagnée sur ça, on s'entraide tous l'un les autres sur ça, et puis en plus il y a cette brique humaine de partage et de respect de l'autre. Donc pour moi le Fab Lab de demain ça peut devenir alors plus qu'un petit lieu associatif, ça peut être vraiment l'endroit central où se fait en fait le monde qui nous entoure. On va venir pour fabriquer sa maison, s'entraider sur un certain nombre de points. On parlait aussi de maillage territorial, d'avoir un maximum de ces lieux partout en France. Pour moi, il y a peut-être un point qui est que, alors on aime beaucoup les Fab Labs en France, comme on voyait sur ton schéma, Laura. Et c'est vrai qu'on est vraiment le pays où il y a le plus de Fab Labs par habitant. Donc on est passionné par cette idée-là. Je crois que beaucoup de gens veulent être dans ce monde que ça advienne plus, en fait. Donc ça peut être vraiment cette idée de maillage territorial. Ah voilà, oui, c'était un chiffre super intéressant. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose sur ça, sur le fait d'avoir ces lieux en commun où on va pouvoir vraiment créer le monde qui nous entoure. Mais à mon avis, il faut sortir du carcan
Voilà la liste des machines numériques officielles, voilà la liste de ce qu'on est censé faire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, en fait, et je pense que d'ici 2050, on aura un peu cassé tout ça, où voilà, il faut sortir de cette espèce d'idée de ce que doit être un Fab Lab ou ce que ne doit pas être un Fab Lab. Moi, je suis beaucoup plus sur cette idée de on a un lieu, c'est un lieu physique sur Terre, on y partage des machines, des outils, des connaissances, les gens peuvent venir et voyons ce qui s'y passe. Et donc, Fab Lab ou pas Fab Lab, en tout cas, cette notion d'atelier partagé, de mise en commun d'un certain nombre d'outils essentiels en circuit court, ça semble être quelque chose qui est positif. Et en fait, dès qu'on vient y mettre, je trouve, la brique conceptuelle de réglementation de ce qu'il faut ou pas. Alors après, c'est mon opinion personnelle pour le coup. Il y a eu beaucoup de débats sur ça, hein, sur le fait est-ce qu'il faut conceptualiser le projet ou non. Pour moi, il faut déjà qu'il soit absorbé par ses habitants, adopté, utilisé au quotidien. Et puis, on s'en fiche un peu finalement de ce que c'est, quoi, de la définition. L'important, c'est que ce soit utile, que ce soit utilisé. Voilà. Enfin, on voit parfois des Fab Labs qui cochent bien les cases de tout ce qu'il faut faire pour être un bon Fab Lab. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de participants. Il y a quelques participants, utilisateurs qui viennent, qui donnent de leur temps, mais ils ont du mal à faire venir du monde. Et ben, peut-être qu'en cassant un petit peu ce que doit être ou non le lieu, est-ce qu'il faut suivre la charte, t'as pas été, est-ce que tu as bien documenté, etc. On s'en fiche, quoi. Viens, fabrique des choses et puis on verra bien. Ce côté un peu revenir à l'essentiel de faisons ensemble et on verra ce qui s'y passe. Je sais que c'est aussi une problématique qu'on retrouve dans beaucoup d'écolieux, les éco-villages, écolieux, où vous avez pas mal de gens d'écolieux qui se sont créés. Et il y a différentes approches. Vous allez avoir des écolieux donc, où les habitants habitent ensemble, partagent un certain nombre de, par exemple, la cuisine en commun ou la partie potager, par exemple, enfin, vont partager un certain nombre de choses. Donc, il y a vraiment cette idée de vivre ensemble pour le coup. Et bien, souvent, dans les écolieux, il y a plusieurs façons de faire. Il y a une première façon qui est de charter le projet, de beaucoup en discuter, d'avoir des théories sur comment on va vivre ensemble et d'essayer de se mettre d'accord à l'avance sur un certain nombre de règles de vie qui peut fonctionner pour certaines personnes. Et puis pour d'autres écolieux, on va être plutôt sur on fera les choses de façon organique. En général, il y a toujours un moment où entre humains, ça frictionne. Et donc, c'est là où il faut résoudre le problème. Et donc, c'est plus sur cette question d'humain, en fait, de comment on travaille ensemble, comment on crée ensemble que l'apprentissage doit se faire. Il y avait un couple qui s'appelle les Baronnets, qui est vers Nantes, qui a créé une maison, enfin, qui vit dans cette maison depuis les années 70, qui est la maison autonome. Et en fait, donc, les Baronnets, si vous avez l'occasion d'y passer, c'est vraiment passionnant. Ils font parfois des portes ouvertes chez eux. Et donc, ils montrent comment, en fait, toute leur maison est devenue, enfin, ils l'ont vraiment totalement pensé pour qu'elle soit autonome. Et en fait, ce qu'il se disait, c'était il faut toujours se méfier du PFH, le putain de facteur humain. Et donc ça, je trouve que c'est un point clé aussi à travailler sur cette question de dans un Fab Lab, on collabore, on est ensemble, on fabrique ensemble, on vit ensemble potentiellement pour en tout cas fabriquer des choses et imaginer ensemble. Et ça, c'est un point aussi à travailler, c'est comment est-ce qu'on accueille de nouveaux arrivants? Comment est-ce qu'on les accompagne? Comment est-ce qu'on leur laisse une certaine liberté d'action pour qu'ils évoluent? Et donc, transition écologique, en général, ça va aussi avec cette transition aussi des consciences, en tout cas de la connaissance de soi et des autres pour pouvoir travailler ensemble et essayer d'être dans une démarche de collaboratif. Donc, voilà un petit peu Et quelques données. parfait, c'est parfait. Alors, il y a pas mal de questions. On en a retenu quelques-unes que tu vois peut-être à l'écran. En particulier, on a retenu la question, c'est quoi le business model du low-tech Fab Lab de demain? Et puis, le Fab Lab de demain est-il un tiers-lieu? Enfin, sera-t-il un tiers-lieu? Voilà, on peut continuer sur les questions là pendant peut-être 10 minutes. Donc, on peut commencer par celle-là et puis on verra s'il y en a d'autres. Ok. Déjà sur la question, est-ce que le Fab Lab est un tiers-lieu? Alors, clairement, donc, c'est normalement deux choses différentes. Enfin, en général, un Fab Lab s'intègre au sein d'un tiers-lieu où c'est une des briques. Alors, vous pouvez peut-être répondre aussi, hein, Guillaume et Laura, parce que je pense il doit y avoir différentes approches sur le sujet.
Moi, pour moi, un Fab Lab, c'est la partie, on va dire, fabrication. Antoine nous dit un Fab Lab est un tiers-lieu, c'est dans la définition. OK, parfait. Et donc, mais tous les tiers-lieux ne sont pas des Fab Labs. Et donc, pour moi, le Fab Lab de demain, il y a clairement une donnée sur le fait qu'il soit plutôt. Il sera peut-être pas forcément un lieu en soi défini comme aujourd'hui, où on a vraiment cette espèce de définition de Fab Lab, un lieu précis où on se trouve. Il peut prendre, je pense, plein de formes. Ce qui est un peu déjà le cas aujourd'hui, on en parlait au tout début, mais le fait qu'il y ait en fait des Fab Labs, on en trouve un peu partout. Et plus globalement, en fait, des ateliers partagés, il y en a vraiment, ça peut prendre plein de formes, quoi. Et donc ça, je pense que c'est plutôt appelé à se développer, en fait, encore plus avec l'explosion de ce concept, se dire, voilà, un Fab Lab, il prend plein de formes et être pas forcément un lieu à part. Après, par exemple, sur les Fab Labs en entreprise, il y a beaucoup d'entreprises, surtout des grands groupes, par exemple, qui ont créé leur propre Fab Lab en interne. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, beaucoup depuis plusieurs années. Il y a une espèce d'effervescence de l'idée on va créer des Fab Labs en interne. Le projet est génial d'un point de vue humain, parce qu'on va pouvoir donner la chance à différents collaborateurs de l'entreprise de découvrir justement cette façon de penser, de se libérer un peu des carcans de leur métier, et d'être dans cette démarche de travailler ensemble, d'apprendre, de ne pas avoir peur des erreurs, par exemple, de tester des choses, d'échouer, mais pour mieux comprendre pourquoi, et puis de rebondir en testant de nouvelles choses, d'apprendre à travailler aussi avec des gens qui ne sont pas du tout du même monde, par exemple. Donc, de ce point de vue-là, les Fab Labs en interne sont vraiment des lieux géniaux pour travailler autrement. Après, souvent, et c'est un peu un sujet qu'on a tous, hein, qu'on vit tous au quotidien, je pense, à différents niveaux, c'est qu'après quelques années en général de ce type d'expérimentation, l'entreprise qui en général a évidemment des besoins de croissance financière, se retrouve à interroger en fait, OK, quelle est la vraie valeur ajoutée du Fab Lab en interne. Et souvent, la question là se pose parce qu'on a tendance à dès qu'on se positionne dans une démarche, on va dire, capitalistique, le Fab Lab n'a presque plus de sens, parce que c'est souvent des lieux où finalement on crée peu de. C'est pas des lieux où vont vraiment se développer des produits qui vont être ensuite commercialisés et vont devenir des vrais gagnes, enfin des vrais apports financiers. En fait, le retour, on parle souvent de retour on learning, à la place du retour sur investissement, retour sur apprentissage, on va dire, où là, en fait, le retour, il est plutôt humain, c'est plutôt sur la montée en compétences, sur le fait de travailler autrement, d'avoir des nouvelles idées, de se laisser aussi aller à être soi-même, à être créatif, à donner naissance à de nouvelles choses. Et donc, on peut évoluer dans son métier, dans son savoir-faire grâce au Fab Lab, parce qu'on va pouvoir vraiment penser autrement et aller plus loin. Et donc, c'est un peu Mais voilà, mais je sais que souvent, cette question-là se pose souvent après quelques années, de dire, voilà, est-ce que le Fab Lab est rentable globalement? Donc, c'est aussi une des questions, je pense, par rapport au Fab Lab de demain, quand on parle de modèle économique. C'est dans quel cheminement on va prendre autour de ça. Après, honnêtement, ça fait plus de 10 ans que les Fab Labs existent. En général, après 3-4 ans d'activité, les Fab Labs, c'est difficile. Enfin, on tire la langue parce que souvent, c'est porté par un certain nombre de bénévoles ou par des gens qui sont vraiment là parce qu'ils sont vraiment passionnés, ils y croient, ils ont envie de lancer ça. Et alors, à moins de trouver du sang neuf ou d'arriver à dégager des fonds, soit des subventions, soit des investissements, soit trouver un modèle économique qui commence à fonctionner, où on peut commencer à financer un premier salaire, c'est souvent épuisant en fait de gérer ce type de lieu. Donc, c'est là où donc souvent, il y a un peu comme ça des hauts et des bas, des vagues, où vous voyez un certain nombre de lieux se fermer, d'autres réouvrir, qui réessayent avec des variantes, et souvent qui durent 3-4 ans. Après, vous avez des lieux comme Artilec, par exemple, qui sont là depuis les débuts, et puis beaucoup de lieux qui sont nouveaux, qui émergent et puis qui repartent. Et pour moi, c'est vraiment OK, ça, en fait, tant que le mouvement continue, qu'on expérimente, qu'on teste des choses, qu'on en ouvre, qu'on en ferme. Il y a un moment où le modèle va se trouver
et on va réussir à le rendre de plus en plus utile, ancré socialement, que ce soit vraiment des lieux à valeur ajoutée, enfin, où il se passe vraiment des choses essentielles. Et pour moi, c'est en partie de sortir de cette espèce de carcan de la machine numérique. Mais c'est un débat qu'on peut avoir, mais je pense que c'est en partie une des réponses. On demandait aussi, j'ai oublié, il y avait une première question. J'ai oublié. Avant les tiers-lieux. Oui, la première question, c'était sur le business model. Ah oui, quel est le business model d'un Fab Lab Première question, low-tech? c'était C'est ça? Fab Lab. Ouais. Pour l'instant, en fait, souvent, ces lieux-là, ils sont dépendants soit de fonds privés, soit de fonds publics, en tout cas d'aide extérieure. Le modèle en lui-même, le lieu en lui-même ne génère pas ou peu ou pas assez de revenus. Et ça, c'est vraiment un sujet, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais vraiment enthousiaste de rejoindre TechShop, parce que c'était un des lieux en France qui était à l'échelle, grande échelle. C'est des lieux de 2000 mètres carrés avec enfin, une centaine de machines. Enfin, c'était vraiment avec cette espèce de vision un peu grandiose de pouvoir accueillir les habitants, enfin, que ce soit extrêmement démocratisé, avec un système d'abonnement un peu en mode salle de sport, facile d'accès, et on puisse venir fabriquer plein de choses, en bois, en métal, en textile, enfin, sur plein de sujets différents. Et donc, l'idée aussi du projet, c'était d'essayer de prouver un modèle économique, en tout cas de tester jusqu'à essayer de le trouver. Et ça, je trouvais ça assez passionnant parce que, étant dans ce monde-là depuis 10 ans, on voit tellement passer de lieux qui en fait, soit on peut anticiper leur modèle économique, se sont montés en fait par concours de circonstances, envie portée par les fondateurs, et assez vite, justement, cette notion d'essoufflement, elle est très forte. Et donc, ça faisait partie des sujets intéressants, je trouve. Après, le lieu, désormais, TechShop a fermé. Le modèle économique, en tout cas celui n'a pas fonctionné. Il y avait une grande équipe, beaucoup de frais. C'était les abonnements et les différentes activités qu'on pouvait avoir à côté n'ont pas suffi à équilibrer le modèle économique. Et donc, c'est un modèle qui, pour moi, il faut continuer de le tester, de le chercher. Après, bon, il y a des lieux qui fonctionnent mieux, hein, mais en général, il y a toujours derrière, même s'il y a déjà un certain nombre de revenus qui rentrent par les biens que j'ai dit en introduction, hein, typiquement l'abonnement, la formation, l'événementiel ou les prestations entreprises. À part ça, en général, il y a toujours un acteur privé ou public ou une combinaison des deux qui va financer en partie le projet pour un certain nombre de raisons que j'évoquais sur la volonté d'avoir un Fab Lab en interne ou aussi d'un point de vue sur le territoire de bassin d'emploi, d'essayer d'accompagner les gens dans leur reconversion professionnelle. Il y a un certain nombre de raisons pour les financements. Mais en tout cas, c'est pour l'instant pas des lieux qui sont en autonomie complète, quoi. Donc, quand on parle de transition écologique, souvent on parle besoin d'aller vers de plus en plus d'autonomie tout en étant connecté. Entraide et autonomie, en général, c'est un peu deux mots-clés qui reviennent beaucoup. Et donc, ça peut être un modèle. On peut se demander aussi, est-ce qu'un Fab Lab low-tech doit avoir un modèle économique? S'il est porté par des habitants, finalement, il y a besoin de peu de fonds. En fait, ce qui coûte le plus cher dans un Fab Lab, c'est d'abord de s'équiper en machine. Donc, il y a un certain capital de départ à avoir. Après, il y a l'équipe, si on la rémunère ou non. Donc, si c'est une équipe de citoyens passionnés, bénévoles, ça enlève une partie de la question du modèle économique. Et l'autre question, c'est aussi le lieu. Est-ce que vous le louez? Est-ce que vous l'achetez? De qui vous dépendez, en fait, pour avoir le droit d'être sur cet espace de territoire pour mettre en place votre projet? Donc tout ça, c'est assez fluctuant, en fait. Vous pouvez avoir des besoins très, très faibles pour monter un Fab Lab. Mais après, ça dépend évidemment je dirais, quels équipements, quel niveau d'accompagnement vous voulez avoir. Après, il y a des coûts comme la maintenance, l'outillage, l'électricité qui jouent aussi. Surtout quand on a des équipements qui sont assez gros, ça peut vite devenir un vrai poste budgétaire. Donc, il y a toujours quand même un petit peu de modèle économique à trouver. Ok Mathilde, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de la première partie.
Bon, on a fait un bon tour d'horizon passionnant et il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur l'avenir des Fab Labs, sur ces 4 thèmes qui étaient la production, la collaboration et... Pardon. Qu'est-ce que j'oublie? La transition écologique. Enfin voilà, donc avant de poursuivre sur la seconde partie de cette table ronde, un grand merci Mathilde, et puis surtout on voulait rappeler donc, ton dernier livre, le grand livre de l'impression 3D, qui est paru aux éditions Erol. Je crois que c'est assez récent, je crois que ça remonte au mois de septembre, il me semble. Oui, Donc c'est voilà, tout frais. n'hésitez pas. Pardon? Pardon, je t'ai coupé. Je confirmais que c'est tout frais. Ça vient de sortir. Donc n'hésitez pas à le lire. En tous les cas, c'est ce que je vais faire très très prochainement. Voilà.